Bonjour, Aurélien Virgile de W Design. Aujourd'hui, nous allons parler de Hervé René Martin, écrivain romancier, qui sort son nouveau livre qui s'intitule Rencontre avec soi, un livre disponible en ligne en version e-book et en version brochée. À tout de suite avec Hervé Martin. Bonjour Hervé René Martin. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de la sortie de votre nouveau livre. Vous êtes écrivain, vous vivez en Ardèche depuis plusieurs années. Vous avez écrit différents ouvrages, La mondialisation racontée à ceux qui la subissent, La fabrique du diable, Éloge de la simplicité volontaire, qui sont des ouvrages qui parlaient du monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, vous sortez un nouveau livre qui s'appelle Rencontre avec soi et qui explore votre monde intérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un revirement, c'est un changement, on a l'impression que c'est un changement. Pourquoi aujourd'hui vous sortez un livre comme celui-ci? Bonjour Aurélien Virgile. Je vois qu'on va directement au cœur des choses. C'est c'est une suite logique pour moi, mais il y a bien une notion de retournement, si ce n'est de revirement. J'ai commencé à travailler sur la crise que traverse l'humanité et qui est en train, on le voit aujourd'hui, de s'amplifier de plus en plus. Il y a un peu plus de 20 ans. En fait, ça a démarré très simplement parce que j'habitais à Toulon à l'époque et le Front National avait gagné la mairie de Toulon. Et comme je suis écrivain, j'ai écrit un petit livre sur le Front National à Toulon et je me suis interrogé sur vraiment ce qui se passait. D'accord. Et notamment comment on pouvait passer en France d'un électorat poujadiste résiduel à peu près à 5% jusqu'à chez nous dans le Var à 40% au premier tour des cantonales. Voilà. Et quand j'ai essayé vraiment de comprendre, et ça se passait dans l'ensemble des pays européens, ça se passe toujours, c'est-à-dire la montée des partis extrêmes, j'ai fait un travail de compréhension de comment le monde dans lequel nous vivons, qu'on va appeler un peu rapidement la société libérale, hein, parce que c'est pas si libéral que ça, comment ce monde dans lequel nous vivons peut générer des réactions, hein, on appelle ça des mouvements de réaction, de la part des gens qui vivent dans un pays. Voilà. Et ça m'a amené assez rapidement donc à travailler sur les sous-tendus économiques de cette crise. Voilà. Et donc j'ai écrit un livre effectivement qui s'appelle La mondialisation racontée à ceux qui la subissent, qui par un hasard du calendrier sort 15 jours avant que José Bové participe avec d'autres à démonter le McDonald's de Millau. Et que donc il y a une espèce d'engouement qui se passe et hop, je tombe un peu, je surfe sur une vague, voilà, je l'avais écrit avant, hein, voilà. Je me retrouve à surfer sur une vague et avoir beaucoup de rencontres avec du public, à expliquer ce qui se passait. Et à ce moment-là, commence à émerger chez les gens qui travaillent sur le sujet la notion de décroissance. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse et puis je me mets à écrire donc un second tome à ce livre qui s'appelle La fabrique du diable où je parle effectivement de la nécessité d'entrer en décroissance. Et puis je me dis mais finalement j'écris des livres comme la quasi-totalité des chercheurs qui travaillent sur ce sujet, à l'exception notable de gens comme Pierre Rabhi, c'est-à-dire je parle de quelque chose que je ne connais pas. Donc je lis des articles, j'observe, je fais des relations entre divers domaines. Vous allez prendre des sources à droite à gauche et puis vous faites votre propre interprétation. Voilà. Je m'approprie les notions d'économie, je travaille avec des économistes, de géopolitique, de sociologie, et je fais voilà, je fais ma sauce à moi. Voilà. Et au bout d'un moment, je me dis, peut-être que je ne sais même pas de quoi je parle. Donc, et en même temps, il y a quelque chose qui me pousse, c'est-à-dire que ma vie ne me convient pas, elle ne me satisfait pas. Au niveau personnel? Oui, au niveau personnel. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a vécu dans la consommation, qui roulait avec des voitures de sport, et finalement, tout ça devient d'un profond ennui pour moi. Voilà.
Donc j'ai commencé à en sortir, mais il y a quelque chose qui me manque. Et je me dis, tiens, si j'essayais, moi, la décroissance. Voilà. Et donc c'est assez simple. À l'époque, j'ai des revenus de droits d'auteur qui sont corrects. Je fais beaucoup d'interventions publiques. Et je gagne bien ma vie. Et je dis, et je décide de mettre en place un système de vie qui me permette d'expérimenter comment on peut vivre avec moins d'argent. Voilà. Et donc, la première chose à laquelle je pense, je vis en Provence, dans un petit village, et la première chose à laquelle je pense, c'est qu'il faut que j'ai un peu de terre en dehors et que je pense au potager, à des choses toutes simples au départ. Et donc, je me retrouve à acheter avec ma fille et son mari un terrain dans la haute vallée de l'Aude où je vais expérimenter ça, et il se trouve qu'eux ont un peu la même démarche à l'époque. Et voilà. Finalement, ils ne vont pas rester dans cette démarche-là parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, bien sûr, et qu'ils ont du mal à trouver du travail. Et eux vont repartir et moi, je vais rester là-bas. Et la première chose, c'est je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout bricoleur. Voilà. Et en même temps, je n'ai pas les moyens de faire construire ma maison, et puis ce n'est pas cohérent avec ma démarche. Je sens qu'il faut que je construise ma maison. Et donc, qu'est-ce que je vais construire comme maison? Je ne veux pas une maison en béton, c'est vraiment, voilà. Et puis, complètement par hasard, je m'aperçois qu'à 10 km de l'endroit où on a acheté le terrain, il y a un garçon qui s'appelle Dirk, qui est un charpentier écologiste et qui construit des maisons en paille. Voilà. En fait, il est tout au début. Voilà. Il a construit une grange en terre et en paille. Et donc, je le rencontre, et puis je lui fais part de mon désir. Voilà. Et en gros, je lui demande, est-ce que tu serais capable de m'accompagner dans ce projet, étant entendu que je fais au maximum moi, mais tu m'accompagnes. Et ça démarre donc, comment on fait des plans de maison, etc. Il m'amène chez un architecte qui me dit qu'il faut aller voir un ingénieur béton. Je sens que ça ne va pas là, de ce côté-là. Puis quand on parle, puisqu'on commence à parler de maisons bioclimatiques, chaque fois que la question vient sur le sujet, c'est Dirk qui répond, c'est pas l'architecte. Donc je sors, je lui dis non, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve une autre. Est-ce que tu peux m'accompagner dans la conception de la maison? Voilà. Il me dit oui, je peux. Oui, ça m'intéresse. Voilà. Et Thierry, mon gendre, donc, a acheté un livre à Fort Opus qui dit comment faire les plans de sa maison. Et donc je me retrouve avec ce livre, et puis je commence à faire des plans. Voilà. C'est assez simple, hein. Je m'approprie le système assez vite. Et puis je fais des plans de maison. Et je fais plein de plans. Je fais des maisons rondes, des maisons avec des cours intérieurs, avec plein de niveaux. Vous êtes dit, ça y est, je suis créateur, je veux pouvoir faire ce que je veux. Voilà. J'ai trouvé quelqu'un qui a le matériel, le savoir-faire et les matériaux. Voilà. Faisons-nous plaisir. Voilà, je me fais plaisir. Je me fais plaisir, et en plus, je fais une grande maison. Voilà. Et Dirk, donc, très pragmatique, me dit, ouais, c'est bien. Bon, et là, ça va coûter cher. Hein. Et il me montre que pour qu'une maison soit bon marché, y compris à entretenir, à chauffer, il faut qu'elle soit ramassée sur elle-même et simple. Voilà. Et petit à petit, j'arrive à une maison d'une grande simplicité. Je fais des plans, je dépose le permis de construire qui est accepté, et j'ai dit maintenant on va attaquer. Et donc on contacte un tractopédiste pour faire les fondations. Donc tout ça, Dirk me montre, il est là, il m'accompagne. Au début, c'est même lui qui parlait avec le tractopédiste, moi je ne savais pas quoi lui dire, quoi. Et puis petit à petit, voilà, on commence, on trace, on fait les assises au sol, voilà. On creuse les fondations, et puis voilà, on commence à rentrer dans les trucs un peu techniques, on fait des isolations des fondations en liège, donc on commence à réfléchir à une maison qui va consommer peu d'énergie, qui va s'inscrire dans le paysage. Voilà.
Et puis, on passe un contrat qui est assez extraordinaire, c'est que, en général, quand on travaille avec un artisan, il fait un devis, il estime le temps qu'il va passer sur la maison, il fait un devis, et il majore ce devis parce qu'il sait qu'il a des impondérables, et voilà. Voilà. Et là, il me dit, mais si tu veux, on peut travailler à l'heure. C'est-à-dire que je te facture tant de l'heure, voilà, et tu paieras le nombre d'heures que je passe. Voilà. Et il me dit, ben, si on traîne, qu'on se plante, ça te coûtera plus cher. Voilà. Mais de toute façon, tu paieras le prix juste. Voilà. Ça vous oblige aussi du coup à chercher la meilleure solution, à vous dire, bon, peut-être que là, il faut que je mette la main à la pâte et qu'on fasse quelque chose de bien ensemble. Oui, et puis pour moi, c'est ce qu'il y a de plus honnête. Hein. C'est-à-dire que dans la mesure où lui ne fournit pas un devis dans lequel il incorpore son impondérable, je prends l'impondérable en charge, moi. Voilà. En contrepartie, je paye le prix juste, c'est-à-dire la réalité du travail qu'il va fournir. Voilà. Et on démarre là-dessus. Et donc, sur un truc de toute façon sur lequel je ne peux pas maîtriser, au début du reste je ne maîtrise rien, c'est-à-dire la maison est une structure poteau-poutre, c'est-à-dire ce sont des poteaux avec une charpente qui supporte le toit. Après, on va faire des murs en paille, mais qui ne sont pas porteurs. Donc là, on peut pas, je peux pas, tout ce que je peux faire, c'est travailler avec lui. Et en fait, on va travailler, il y a une équipe, il va y avoir 4 personnes qui l'amènent lui, et moi, la 5e personne, et on va monter la structure en une semaine. Voilà. Toit fermé, isolé et tout. D'accord, et à ce moment-là, il manque encore les murs. Il manque encore les murs. Et alors, ce qui se passe, c'est que, grosso modo, on a donné un coût pour la charpente qui est à peu près à 24 000 euros. Hein, main-d'œuvre comprise ? Comment ? Main-d'œuvre oui, comprise. oui. C'est-à-dire sa prestation avec les matériaux, il dit, bon, globalement, en gros, s'il m'avait fait un devis, il aurait fait à 24 000 euros. Mais je vais payer à l'heure. Et quand on a fini, ça me revient 18 000 euros. D'accord. Voilà. Et là, je dis, ben tiens, donc j'ai un peu de marge budgétaire. Et je lui dis, si tu es d'accord, je te garde, on garde l'équipe pour construire les murs. Parce que c'est quand même un gros travail, je ne sais toujours rien faire. Hein. Voilà. De construire les murs et de poser les châssis des fenêtres. Voilà. Et donc, avec cette facture de 20 000 euros, en fait, toujours en travaillant avec l'équipe, j'arrive à avoir une maison qui est fermée, qui est hors d'air, hors d'eau. Voilà. Après, il va rester tout le reste. L'électricité, la plomberie, les enduits qui sont le plus gros du travail dans une maison en botte de paille, le sol, voilà, tout ça. Et donc là, à partir de maintenant, je travaille seul, mais Dirk passe 2-3 fois par semaine et il me dit, oui, là, tu vois, fais attention à ça, il me montre et il m'accompagne. Voilà. Et globalement, je vais faire 80% de la main-d'œuvre totale de ma maison. Toujours accompagné. D'accord. Voilà. Et j'arrive, au bout du compte, à faire une maison de 80 mètres carrés habitable qui me revient à l'époque à 60 000 euros. Voilà. Et pendant ce temps, comme j'ai quitté la région dans laquelle j'étais invité à participer à des festivals de théâtre, où je gagnais ma vie en plus de mes droits d'auteur, que j'ai quitté ma région, j'ai perdu tous mes réseaux, je me retrouve, mes revenus sont divisés par 4. Vous avez fait le choix de sortir de la croissance, de couper un peu avec votre vie précédente, de vos réseaux, et vous retrouver d'un coup seul au fond de l'Aude, quasiment sans revenus, voilà. Coupé de vos amis, de votre famille, dans une région que vous ne connaissez pas vraiment. Exactement. Mais avec quand même une maison habitable. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites avec ça ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? D'abord, je m'aperçois, effectivement, je touche encore des droits d'auteur, mais les ventes commencent à se tasser. Comme j'ai plus de réseau, où je peux faire des conférences payées, où j'écris des pièces de théâtre dans le cadre de festivals, par exemple Opening Night à Marseille,
je me retrouve avec un... Je n'ai quasiment pas plus de revenus, mais vraiment, ils sont très, très réduits. Mais comme je travaille tous les jours sur ma maison, jusqu'à 12 heures par jour, je m'aperçois qu'en fait, je ne dépense pas d'argent. Pour mes besoins personnels, je vis avec 600 € par mois sans qu'il me manque rien. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai vécu dans une caravane. Maintenant, je commence à vivre dans la maison. Au bout de 8-9 mois, je vis dans la maison, qui n'est pas finie, mais je peux vivre dans la maison. On m'a prêté un poêle à bois, elle est chauffée, voilà, ça va. Et je m'aperçois, et je commence à revisiter tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, et je m'aperçois qu'il n'y a rien qui tient la route. D'accord, donc profonde remise en question de tous vos écrits jusqu'à maintenant, une autocritique sur vous-même, sur vos modes de vie, sur votre manière finalement de critiquer peut-être le monde qui nous entoure, d'avoir voilà, remise en question de votre point de vue global. Exactement, voilà. Mais une remise en question totale. Et je commence à écrire un livre où je raconte cette expérience et les sous-tendus économiques et tout ce que je vois. Et j'ai une correspondance notamment avec un ami qui s'appelle Michel Barillon, qui est docteur en économie, et j'essaye de mettre en lumière ce qui se passe réellement. Voilà. Et je m'aperçois d'un truc, c'est que quand j'ai commencé à écrire sur la mondialisation, je voulais changer le monde. Et je m'aperçois que je suis en train de changer ma vie. Et j'ai une vie qui est libérée, mais de tout un tas de tracas. Voilà. Je vis au jour le jour, je m'active avec mes mains, je continue à faire travailler ma tête, puisque j'écris des livres. Et je suis dans une grande paix. Voilà. Et je m'aperçois que finalement, quand je roulais en voiture de sport, que j'avais des angoisses quand il y avait un bruit dans le moteur, parce que ça allait me coûter une fortune, et que ça allait me bouffer, et que j'allais peut-être être obligé de faire des crédits pour payer mes trucs de consommation. J'ai plus aucun crédit. J'ai encore aussi. J'ai un petit crédit sur la maison, voilà, puisque la maison, je l'ai financée. J'ai fait un crédit de 30 000 €, non, de 20 000 € plus 10 000 € de crédit à taux zéro. Donc j'ai un crédit de 30 000 €, dont je ne rembourserai une partie que dans 15 ans, et que l'autre que je commence à rembourser, mais je ne sais pas, ça doit être 200 € par mois, ou voilà, c'est vraiment un petit crédit. Hein. Et pour le reste, je commence à avoir mon potager, je fais mon bois moi-même, voilà. J'ai une grande activité physique, mais qui me plaît, et j'ai quasiment plus de problèmes financiers que j'avais quand je gagnais 4 fois plus d'argent. J'avais des problèmes financiers. Et aujourd'hui, j'en ai plus. Et surtout, j'ai ma tête qui est libérée. Voilà. Et donc, je suis dans ce mode de vivre. Et puis, au bout d'un moment, je m'aperçois que, d'abord, pour des raisons personnelles, et puis parce que si je veux continuer à faire mon travail de recherche, je deviens un vrai chercheur. J'expérimente sur moi-même ce que c'est la réalité du monde économique dans lequel je vis et comment on peut vivre autrement. Donc là, vous commencez l'expérience par vous-même. Oui. Là où avant, vous étiez critique et extérieur avec vos Voilà. sources, vos recherches, Voilà. vous commencez à Voilà. vous poser les vraies questions et à vous dire, ok, maintenant j'y suis, je peux parler en connaissance de cause. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de vrai chercheur si on ne cherche sur soi-même et par soi-même. Toutes les expérimentations se font sur soi-même. Sinon, on a des cobayes, que ce soit des rats de laboratoire ou que ce soit des économistes qui ont des cobayes humains, par exemple, et qui regardent sur les autres ce qui se passe. Pour moi, les vrais chercheurs sont ceux qui expérimentent par eux-mêmes et sur eux-mêmes. Donc vous vous êtes retrouvé dans la peau d'un chercheur, vous commencez à descendre dans cette expérimentation personnelle, vous commencez à descendre en vous, donc là vous engagez une nouvelle partie de votre vie, vous êtes là dans l'Aude et quelque chose de nouveau commence. Quand je suis arrivé à un moment de ce travail de recherche où je me suis aperçu que ce que je cherchais profondément à faire, c'était à sortir au maximum, pas complètement, c'est impossible pour moi, mais à sortir au maximum de ce qu'on appelle le système libéral. Et donc, pour ça,
quand nous voulons ça, nous avons besoin de regagner en autonomie. Et que j'étais bloqué à un endroit donné, c'est que tout seul, je pouvais difficilement gagner en autonomie. Voilà. Et puis, c'est aussi des histoires personnelles qui font qu'à un moment donné, j'ai décidé de quitter cette maison de la revendre, avec en plus la possibilité, en la revendant, puisque avec mes revenus, donc 60 000 euros plus 15 000 euros de terrain, 75 000 euros, et je l'ai revendu assez facilement à 155 000 euros. Donc ça m'a permis de solder le crédit que j'avais. Et il m'est resté de quoi non seulement en reconstruire une du même coup, mais puisque mes revenus étaient vraiment très très bas à ce moment-là, de vivre sur, puisque j'allais en reconstruire une autre, de vivre sur le capital de la vente. Sur le capital de la vente de la première. Donc j'ai créé une richesse, je vis sur cette richesse, hein, et je cherche un nouveau projet. Et là, je tombe sur un projet d'éco-hameau en Ardèche, où c'est la mairie du village qui décide de mettre un terrain en vente à des conditions particulièrement intéressantes pour construire un lotissement de 9 maisons, 9 familles, avec le but de... C'est un village de 220 habitants, l'école est en difficulté, elle n'a plus assez d'enfants, de faire revenir du monde dans le village. Et on va se retrouver donc à 9 foyers, dont il y a 7 enfants. Voilà, c'est un éco-hameau transgénérationnel, avec un cahier des charges, des maisons écologiques, avec des toilettes sèches, des réserves d'eau, voilà. Et c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Voilà. Et donc je rentre dans ce projet et je vais reconstruire ma deuxième maison en botte de paille. Voilà. Avec, cette fois-ci, j'ai un certain savoir-faire, mais il y a encore des choses que je ne maîtrise pas, par exemple la construction de la charpente. Et là, je vais découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que donc je fais les plans de ma maison, et puis comme c'est une ancienne ferme, donc des terrasses, et que je veux respecter, c'est très chargé d'histoire, de gens qui ont vraiment travaillé dessus. Je dis au passage, j'ai écrit un livre sur les habitants de cette commune, et j'ai enregistré, j'ai interviewé le dernier né de la ferme, de l'endroit où donc j'habite maintenant. Et cet homme de 72 ans, quand il me raconte son enfance, il pleure. Et je lui demande pourquoi il pleure. Il me dit c'était tellement de travail que c'était... Voilà. 72 ans, à 72 ans, il pleure encore sur le travail de son enfance. Et donc j'ai un grand respect pour cette terre. Et donc je veux garder les terrasses en l'état. Et donc je décide de construire ma maison sur pilotis pour avoir le moins d'empreintes possible au sol. Et je ne sais pas faire les pilotis, j'en ai jamais fait. Et je demande à droite, à gauche. Et puis février 2012, je commence à... Donc il y a un tractopéiste qui me fait les trous. Et puis je demande à un maçon, ben voilà, tu fais comme ça, tout ça. Quand même c'est pas facile, j'ai un peu peur. Et puis je vois deux garçons qui débarquent, qui sont mes futurs voisins, et qui disent bah, tiens, c'est toi qui construis le premier, qui attaque le premier des travaux. Nous, on n'a pas commencé une autre, on vient te filer un coup de main. Oh. Donc là, vous n'êtes plus seul. Hein? Vous n'êtes plus seul. Ah là, je suis plus seul, c'est extraordinaire. Et puis alors, mon voisin là, immédiat, qui est aujourd'hui mon voisin immédiat, qui s'appelle Aurelio, il n'est pas du tout maçon, mais il a une inventivité extraordinaire. Et donc, les pilotis, il y a des coffrages en carton, et puis qu'on remplit, je fais des bétonnières, et je les remplis avec... Mais je ne sais pas comment faire tenir le coffrage. Voilà. Et puis il y a un maçon qui est venu, et il a une technique, mais ça ne marche pas vraiment. Et mon voisin, il me trouve un truc absolument génial qui va me faire tenir mon pied. Et puis ces deux garçons, donc lui et Vincent, m'aident à construire ces pilotis. Voilà. Et puis je cherche un charpentier qui peut, avec lequel je peux faire la construction de la maison. Et je tombe, mais alors vraiment par hasard, sur un jeune de 25 ans qui travaille sur des maisons au Saturbois. Et
je lui ai dit, est-ce que tu veux travailler avec moi? Il me dit, oui, oui, ça m'intéresse, mais moi, je n'ai jamais construit de maison à part entière. J'ai travaillé dans des équipes qui font des constructions. J'ai jamais pris une maison en charge. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, moi, j'en ai déjà fait une. Et puis, un mois plus tard, il me dit, quand même, tu as été gonflé de me dire ça, parce que... Il s'aperçoit qu'en fait, je suis totalement incompétent dans la charpente et on fait quelques erreurs, mais qui seront corrigées par mon voisin justement Vincent, qui lui non plus n'a jamais fait de maison, mais qui lui alors est très pragmatique, il est allé voir sur internet les charges, etc. Et il s'aperçoit que comme il va travailler lui aussi avec ce garçon après, il s'aperçoit qu'on a mal calculé les charges, donc les pannes qui soutiennent le toit sont pas assez hautes. Voilà. Et puis on fait quelques erreurs comme ça, mais globalement, ce qui est vraiment intéressant quand on travaille, pareil, je le paye à l'heure, quand on travaille dans ce cadre-là, c'est que quand on fait des erreurs, on fait de procès à personne, on n'engueule personne, on s'engueule même pas soi-même. On dit bon, mais j'ai fait une erreur, donc je vais racheter du bois, et puis... ce bois-là, ben, je le revends. Voilà. Vous essuyez un peu les plâtres, mais ça sert derrière tout le village et toute la communauté. Tout le monde. Et après, tout le monde aura une maison qui sera nickel. Peut-être la vôtre un peu moins. Voilà, exactement. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, tout le monde va profiter de ça, puisque ce garçon, il va faire quasiment toutes les charpentes du hameau, enfin, en tout cas plusieurs. Et lui, donc... Il se lance dans un nouveau métier, c'est-à-dire il est auto-entrepreneur et il devient concepteur et constructeur de charpente, en accompagnant les gens, toujours pareil, quoi. Voilà. Et moi, je fais mon apprentissage. Et finalement, au bout du compte, dans un endroit absolument extraordinaire, dans cet éco-hameau où on est quand même 9 familles, donc ça fait, même sans compter les enfants, ça fait... il y a 2 célibataires dont moi, ça fait globalement à peu près 16 adultes qui se frottent un peu entre eux avec des affinités évidentes, naturelles tout de suite, d'autres moins. Voilà. Et on va apprendre à se fréquenter et à vivre ensemble avec des mises au point, et des choses absolument... Aujourd'hui, pour moi, c'est un endroit merveilleux. Voilà. Si on m'avait demandé un jour dans quel endroit et de quelle façon tu voudrais vivre, je n'aurais pas pu répondre, mais aujourd'hui, je réponds là où je suis aujourd'hui. Voilà. C'est absolument un endroit extraordinaire. Et là, dans ce travail-là que je fais, donc je reconstruis une maison qui est aujourd'hui pas tout à fait finie, mais quasiment. Qui m'est revenu une maison de 80 mètres carrés habitable, donc un peu même que la première, mais sur un seul niveau, parce que dans la première, je me suis aperçu que quand on fait des enduits en terre, qu'il faut monter des seaux de terre sur un échafaudage à 6 mètres de haut, et que quand j'ai monté un seau, je bouche un trou dans la botte de paille et que je redescends, j'ai décidé de le faire avec le moins d'échafaudage possible, donc sur un seul niveau. Voilà. Et donc, je construis cette maison-là, qui me revient le même prix que la première. Un tout petit peu plus, je dis, si je compte large, 65 000 euros. Voilà. J'ai payé la parcelle à un prix absolument ridicule, puisque la mairie a fait vraiment un tarif préférentiel. J'ai payé la parcelle habitable de 800 mètres carrés 5 000 euros. Et on a une viabilité assez chère parce qu'on enterre une ligne EDF, 13 000 euros de viabilité, donc la maison me revient 65 000 plus 18 000 avec le terrain. D'accord. Et là, j'arrive à ce constat que je touche au cœur une phrase de Gandhi qui m'a accompagné durant tout ce travail, qui est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et j'arrive vraiment au cœur de cette idée que je n'ai pas changé le monde, je me suis changé moi, j'ai changé ma vie, que là ma vie me convient tout à fait, et que j'ai changé un 7 milliardième du monde. On revient à cette fameuse phrase de Pierre Rabhi, l'histoire du colibri, fais ta part. Voilà. Je pense vraiment que je fais ma part, et que je suis de plus en plus libéré de tas de contraintes.
Donc vous avez fait votre part du chemin et aujourd'hui vous vous placez comme quelqu'un qui ne donne plus de leçons aux autres, Ah oui. qui ne critique plus mais qui dit voilà, moi j'ai fait un bout de chemin, aujourd'hui j'ai une vie qui est merveilleuse, je me sens épanoui, je te fais part de mon histoire mais je ne te donne plus de leçons. Exactement. Et là, il reste quelque chose à explorer, que j'explore depuis pas mal de temps. C'est pas qu'il me reste quelque chose à explorer, c'est qu'en fait, pour moi, ça c'est la magie de l'écriture. Je me suis aperçu dans ma vie que par exemple, je prends souvent l'exemple avec Pierre Rabhi, avec qui j'ai un peu travaillé, puisque je lui consacre un chapitre dans La Fabrique du Diable, et j'ai écrit un film dans lequel il apparaît. Pierre Rabhi a commencé avec une expérimentation. Il était ouvrier spécialisé à Paris, jeune, et puis lui, voilà. Il voulait vivre non pas de la terre, mais avec la terre, et il arrive en Ardèche. Et petit à petit, il va faire partager son expérience et il va écrire des livres. Moi, à l'envers, j'écris des livres, et puis je me dis, mais est-ce que je suis cohérent avec les livres que j'écris? Et l'écriture est toujours un peu devant moi. Voilà. Et en même temps que je fais ce travail-là, je fais un autre travail, on va dire, d'introspection, où je passe par des techniques. J'ai commencé par la psychanalyse, j'ai beaucoup travaillé dans les constellations familiales. C'est un travail de recherche sur moi. Voilà, parce que je pourrais dire que j'ai vécu, voilà, et surtout quand je vivais dans ce que j'appelle la société de consommation, j'ai vécu avec une souffrance. Comme je pense nombreux d'entre nous, je ne pense pas qu'il y ait de gens qui vivent dans la société dans laquelle nous vivons qui peuvent échapper à toute souffrance. Voilà. Donc, je travaille là-dessus. Et là, il m'arrive en début d'année une espèce de miracle de l'écriture. C'est-à-dire que ça fait 4 ans, 5 ans que je n'ai plus publié un livre, que j'ai écrit des livres qui sont refusés par les éditeurs, et dont je comprends aujourd'hui pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et là, c'est une espèce de miracle qui m'arrive comme ça. Et ce livre s'appelle Rencontre avec soi, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'écriture m'amène à plonger dans ce que j'appelle mon ombre. Et je prends conscience que j'ai passé ma vie à traverser l'ombre. Alors l'ombre, c'est ce que Freud appellerait le continent noir, c'est ce que nous ignorons de nous et qu'on projette sur les autres. Donc je donne un exemple. Il y a 30 ans, je roulais en voiture et j'ai vu un homme qui devait être un conducteur de chantier, un grand et bel homme comme ça. Je l'ai vu le temps de rouler, hein, et j'ai dit, oh là, je l'ai trouvé arrogant. Et puis petit à petit, en travaillant sur moi, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour trouver cet homme arrogant alors que je ne sais même pas qui il est, c'est quoi, c'est une image? Et j'ai compris que je projetais sur lui ma propre arrogance que je ne voulais pas voir. Voilà. Et donc j'ai commencé, une fois que j'avais expérimenté les problématiques extérieures, la crise de l'humanité, je suis parti du principe que je suis un 7 milliardième de la crise de l'humanité, donc je suis un homme en crise. Et je suis allé explorer cette crise-là, avec la magie de l'écriture qui m'a amené dans ce travail d'exploration. Voilà. Et là, j'arrive au bout de quelque chose, c'est-à-dire que, alors j'ai écrit 4 livres en 6 mois. Voilà. Il y a ce livre, puis il y en a 3 autres derrière qui sont en train d'arriver. Donc Rencontre avec soi est le premier d'une longue série. Oui. D'accord. Ouais. D'une tétralogie. C'est marrant parce que j'ai commencé par... enfin, pas commencé, mais dans mes premiers livres, il y a une tétralogie érotique qui s'appelle Origine du monde, où ce sont des livres érotiques, et où je raconte déjà, je parle de mon ombre, puisque quand on écrit un livre érotique, on le veut ou non, on parle de sa sexualité, de ses fantasmes, voilà, et qu'on met sur la place publique avec beaucoup d'impudeur, mais comme il y a cette distance de l'écriture, ça me gênait pas trop. Et là, je reviens à ça, c'est encore 4 livres, où j'enlève tout le côté, justement, on va dire, presque convenu, un peu facile. J'expose mon ombre sur la place publique et je prends une distance avec. Et là, je dis non, voilà, c'est ça. Je suis constitué de ça. Tout ne m'appartient pas, parce que je crois que je suis, dans le travail analytique, je suis très jungien, c'est-à-dire
je trouve l'idée de l'inconscient collectif très cohérent, et je crois que c'est quelque chose que nous partageons. Voilà. Et c'est quelque chose que nous partageons globalement l'humanité, globalement telle catégorie de l'humanité, globalement tel pays, globalement telle famille, et je découvre ce qu'est dans les constellations familiales ou archétypales notamment, ce qu'est l'inconscient transgénérationnel. C'est-à-dire que quand j'arrive au monde, je nais de quelque chose, je réincarne une lignée avec des non-dits, des secrets, des merveilles. Et en général, les merveilles, on les connaît, elles se transmettent sans problème. Mais les secrets, ceux-là, ils sont tus. Et ce sont les causes de nos souffrances. Vous parlez de forces et d'archétypes qui nous viennent de notre passé, du passé de l'humanité. Oui, jusqu'au Big Bang. D'accord, vous remontez jusqu'au Big Bang. Oui. Oui. D'accord, avec ces forces-là. Oui. De quelle manière est-ce que vous pouvez aujourd'hui faire le lien via ces forces, entre votre expérience, votre vie aujourd'hui et le Big Bang? Quand j'ai été amené à travailler pour moi, j'ai fait aussi un très très gros travail avec ma dernière compagne. On a une relation très conflictuelle. Et tous les deux, on a décidé, je ne sais même pas comment, de ne pas en sortir sans être allé voir tout ce qu'on avait vécu. Et ce qu'on a vu, c'est une relation conflictuelle. Et c'est une relation conflictuelle, c'est une guerre. Et d'où vient cette guerre? Qu'est-ce que tu as amené toi dans la relation qui fait qu'on est en guerre? Qu'est-ce que j'ai amené moi dans la relation qui fait qu'on est en guerre? Et là, je descends dans ma lignée, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, l'humanité. Qu'est-ce que c'est l'humanité? C'est à un moment donné quelque chose qui arrive dans la nature. Qu'est-ce que c'est la nature? Les animaux, le végétal, le minéral. C'est une guerre permanente. Je ne sais pas si c'est pas Saint-Augustin qui a dit « la nature est née dans un bain de sang ». C'est tout à fait exact. Il n'y a pas un organisme dans l'univers qui ne se nourrisse d'un autre organisme. Notre nature est la nature de la guerre. C'est ça que j'ai trouvé moi dans l'ombre. Voilà. À partir de là, une fois que je vois que c'est la guerre, oh, il y a quelque chose qui s'apaise tout de suite. Je le vois. Je vois la guerre. Ok. Qu'est-ce que je fais avec cette guerre? Est-ce que je suis coupable? J'ai fait comme quasiment, allez, je pense, tout le monde, chacun d'entre nous, dans la culpabilité. Je suis un con, je suis un salaud, c'est ma faute, je l'ai mérité, mea culpa, maxima culpa. On est né dans cette religion-là. Et d'un seul coup, il n'y a plus de culpabilité. Je vois d'où je nais. C'est ma faute. C'est moi qui ai demandé à naître et à manger de la viande. Non. Voilà. C'est moi qui ai décidé que j'ai besoin pour vivre d'un territoire on pourra parler de l'empreinte écologique, j'ai besoin d'un territoire de temps, et que s'il y en a d'autres qui sont sur mon territoire, ben, soit ils me tuent, soit je les tue, ou je les dégage. Je n'ai pas décidé ça, moi. Voilà. Et maintenant que je le sais, que je le vois, ça change tout. Je peux faire autrement. Je peux décider. Voilà. La conscience. L'arbre du bien et du mal, hein, quand on est chassé du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais, mais j'ai inventé ni le bien ni le mal. Et la conscience, je ne sais pas vraiment ce que c'est, et je ne sais pas où elle se forme. Il n'y a aucune expérience scientifique aujourd'hui qui démontre qu'elle est formée par le cerveau. Mais elle est peut-être formée par le cerveau. Je n'en sais rien. C'est quelque chose en moi qui me rend responsable du monde. Jung dit une très belle phrase, il dit « ce qui est inconscient est destin ». Voilà. Quand je ne sais pas ce qui m'anime, je suis animé par quelque chose
dont j'ignore tout, et qui m'amène dans des endroits, dans mon histoire, dans des amours tumultueuses, dans des situations dont j'ai soupé. Voilà. Quand je suis conscient, je deviens responsable. C'est-à-dire que la culpabilité, puisque je suis conscient que je suis né dans un monde qui était un monde de guerre. Voilà. Donc je suis plus coupable. C'est fini. Quand je suis plus coupable, je suis responsable. C'est-à-dire je décide si je vais à gauche ou à droite. Voilà. Je décide si je vais continuer la guerre ou si je vais vivre en paix. Voilà. Et je deviens créateur de ma vie. Alors on va me dire, oui, mais tu ne peux pas décider d'être en guerre parce que si ton voisin il te tire dessus. Mais là, il y a quelque chose d'assez miraculeux. Je dis dans Rencontre avec soi, je dis aujourd'hui, je ne cours plus après rien. Je suis ce que je suis. Tout vient à moi et j'attire ce que je suis. C'est quelque chose que je ressens profondément. Ça ne veut pas dire que demain, il ne va pas m'arriver un truc, je ne sais pas. Mais en attendant, je vois que le monde tel que je le pense aujourd'hui est devenu pour moi un monde qui globalement m'est favorable. C'est un monde où je peux être en paix avec moi-même. Voilà. Et donc j'ai des relations qui des fois peuvent être clash, mais ça ne dure jamais très longtemps. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui me paraît trouble, je le sens en moi. Voilà. Il y a quelque chose qui est trouble dans la relation, qui ne me convient pas, j'arrête la relation ou je fais une mise au point avec la personne. Si la personne est d'accord avec cette mise au point, eh ben on continue la relation. Si elle n'est pas d'accord, j'arrête la relation. C'est comme si vous étiez sensible à une nouvelle longueur d'onde. À chaque fois Exactement. qu'un événement se produit, vous avez une vibration, vous le ressentez en vous, c'est une sensibilité particulière. Oui, Vous pensez que chacun d'entre nous a ça en lui? oui. Vous savez, quand il y a eu le tsunami, En Australie? oui, ceux qui ne sont pas morts sont les animaux et les bushmen. Les animaux sont partis 48 heures avant. Et quand les bushmen ont vu partir les animaux, ils les ont suivis. Voilà. Parce qu'ils ont encore ils ont plus déjà cette sensation vibratoire qu'ont gardé les animaux, c'est-à-dire je pense que ce sont des champs magnétiques qui sont perçus, puisque nous on est constitué de champs magnétiques. Le tsunami provoque un champ magnétique longtemps à l'avance, avant qu'il arrive, et donc il est perçu à notre niveau à nous. Voilà. C'est un niveau très profond. J'aurais un peu de mal à expliquer, mais il y a un chercheur comme Rupert Sheldrake qui a travaillé sur la théorie des champs. Voilà. C'est très intéressant. Et bien, je pense que même si on n'a plus cette conscience directe en nous, il y a quelque chose qu'on ressent. Et que quand on a fait ce travail de nettoyage, que j'ai fait moi, parce que quand on traverse le monde, on a intérêt à se nettoyer, parce que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas nettoyé, ça brûle, ça cartonne, donc il faut qu'on le nettoie. Quand on s'est nettoyé, hop, cette vibration, on a une communication directe. C'est presque un arc réflexe. Tu sais, quand on se brûle, on retire la main du feu, ça ne passe pas par le cerveau. C'est pareil. Il y a un truc qui vient, c'est une évidence qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la relation. Voilà. Pour moi, ce n'est pas la faute de l'autre. C'est toujours moi qui suis en relation. Moi, quand je suis dans une relation, je suis responsable à 100% de la relation. Comme l'autre est responsable à 100% de la relation qu'il a avec moi. Donc c'est à moi que vient se dire quelque chose qui est que cette relation vient révéler. Voilà. Donc soit c'est quelque chose que je n'ai pas encore compris, donc je vais aller chercher, soit c'est quelque chose que j'ai compris, et alors c'est très net, c'est dégagé. Voilà. Et je sors tout de suite de la relation. Voilà. C'est pas agressif, mais c'est quand même assez violent, c'est direct. Voilà. Oui, je pense que c'est... quand on est aligné, quand on est en accord avec soi, il y a un processus qui se met automatiquement en marche de notre sauvegarde profonde, de la sauvegarde de notre intégrité psychique.
moi je suis quelqu'un qui a vécu très très longtemps dans une non-intégrité psychique, hein, dans du mal-être, des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Je me rappelle quand j'étais dans les arts martiaux et dans la boxe, mes copains me disaient « Mais pourquoi tu te poses toutes ces questions ?» Voilà. Et en fait, je ne me posais pas de questions. Je disais « Mais ce sont des questions qui se posent à moi. » Voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est réglé. C'est une page qui est tournée, je suis ailleurs. Voilà. C'est pas pour ça que j'ai pas des problèmes à régler, que j'ai pas des difficultés. Mais voilà. Soit en accord avec la personne avec qui j'ai une difficulté relationnelle, je vais au bout, voilà, soit je dégage. C'est comme ça. Vous êtes en train de dire que l'humanité est en guerre depuis toujours, Oui. et qu'en fait la solution pour stopper cette guerre et pour trouver l'harmonie, elle se trouve juste en nous. C'est ça un peu le message que vous voulez faire passer à travers votre livre? Je ne veux pas faire passer de message, mais c'est ce que je dis dans mon livre. Oui. D'accord. L'humanité est en guerre, et l'humanité ne peut pas régler collectivement le problème de la guerre. Ou plutôt, pour régler collectivement le problème de la guerre, nous sommes tenus, chacun de nous, de faire un travail individuel. Il n'y a pas de porte d'entrée dans la transformation de l'humanité ailleurs qu'en chacun des individus que nous sommes. Ce travail nous incombe à chacun. Voilà. Ça ne veut pas dire que pour que nous changions ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on change de cadre de pensée, qu'on pense autrement, ça ne veut pas dire qu'il faut que toute l'humanité pense autrement. Ça veut dire qu'une fraction donnée de l'humanité, on dit que c'est à peu près un cinquième. Voilà. Je raconte dans la malédiction racontée à ceux qui la subissent l'expérience du tas de sable. C'est une expérience de la thermodynamique des fluides. On a un tas de sable et on fait tomber un grain. Et à l'œil nu, il ne se passe rien. Et si j'ai un microscope électronique, je m'aperçois que le grain de sable en a fait basculer un, qu'en a mis un autre en équilibre. Voilà. Et je continue l'expérience. Tac, tac, tac. Et à un moment, un grain de sable et le tas s'effondre d'un coup. Voilà. C'est ce qu'on appelle la masse critique. On est arrivé au seuil critique et la masse a basculé et c'est à peu près un cinquième. Voilà. Je pense qu'on retrouve souvent cette notion d'un cinquième, de 20%. Je pense que quand on atteint ce seuil critique, effectivement, l'humanité bascule. De toute façon, l'humanité n'a pas d'autre choix. L'humanité est aujourd'hui, donc chacun de nous, confronté à nous-mêmes. Nous sommes mis dans une situation d'auto-désintégration. Ce n'est pas la planète qui est en danger. Voilà, nous sommes en danger, en tant qu'humanité. De toute façon, nous sommes mortels, moi je vais mourir. L'humanité mourra un jour, donc c'est pas si grave que ça. Hein. Si j'accepte ma mortalité, j'accepte la mortalité de l'humanité. De toute façon, l'humanité est en train de savoir qui elle est. Voilà. Soit elle va se retourner, c'est-à-dire nous allons être un nombre suffisant à faire le travail que je fais moi et que d'autres font, hein, à comprendre qui nous sommes et à devenir créateurs du monde que nous créons. Hein. Soit elle va disparaître. J'ai fait récemment une intervention sur l'écologie au collège du bourg à côté duquel j'habite, c'est un professeur qui m'a demandé de faire ça pour des élèves de 5e. Et puis j'ai accepté, et puis avant d'arriver, je me suis tâté, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas quel âge des gens, 12 ans, 13 ans, 5e. Qu'est-ce que je vais leur dire à ces enfants? Et puis, je suis arrivé sans avoir rien préparé. Du reste, je ne prépare jamais rien quand j'interviens. Et au moment d'ouvrir la bouche, je me suis dit, j'ai fait la démarche de venir. Ils font la démarche de m'écouter. La moindre des choses, c'est que je leur dise la vérité. Et je leur dis, voilà, ma génération et celle de vos parents, n'ayant pas pris la mesure des défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, ça sera à vous de les prendre en charge. Je leur ai montré la réalité du monde, je leur ai parlé de l'empreinte écologique, du changement climatique,
de l'épuisement des énergies, des réserves halieutiques, de l'érosion des terres fertiles. Voilà. Je leur ai montré comment fonctionnait le monde et je leur ai montré comment on pouvait fonctionner autrement. Voilà. Effectivement, on peut construire des maisons en paille, on tend des filets dans le désert, des filets en plastique qui permettent de condenser l'humidité de la nuit, qui ne tombe pas en pluie parce qu'elle n'est pas assez dense. Et avec ça, on fait de l'eau et on approvisionne au Mexique aujourd'hui des villages avec l'humidité de la mer qui remonte. On approvisionne des villages dans des déserts avec cette humidité-là. Ça existait 1300 ans avant Jésus-Christ à Féodosia en Crimée orientale, ou avec des cairns de pierre comme ça, on arrivait à alimenter toutes les fontaines d'un village. Nous avons l'intelligence et toutes les réponses pour faire de cette terre un paradis. Voilà, nous les avons. On peut absolument changer le monde. Il faut qu'on le veuille, et pour le vouloir, il faut qu'on se change soi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se retourne alors complètement. Voilà. Et qu'on regarde le monde non plus en état de guerre, mais en état de paix. Et la paix, elle commence avec soi-même. Si je veux faire la guerre avec quelqu'un qui me tire dessus, c'est très difficile, parce que le temps que je dise, je brandisse mon drapeau blanc, il m'a peut-être déjà tué. Par contre, il y a quelqu'un avec qui j'ai tout le temps voulu pour faire la paix, c'est avec moi. Voilà. J'ai tout le temps. Moi, j'ai mis 67 ans pour faire la paix avec moi. Voilà. Merci Hervé pour cette présentation. Nous attendons avec impatience maintenant les 3 autres livres de la tétralogie. Et nous vous recevrons à ce moment-là pour parler de cette nouvelle expérience, cette nouvelle phase de votre réflexion interne. Et en attendant, nous-mêmes, Virgile et moi, nous allons commencer notre propre introspection. Et espérons être les 2 et 3 milliardiennes de l'humanité pour faire partie du tas de sable. Voilà. Merci beaucoup Hervé, à bientôt. Merci.